Ah, merci beaucoup, merci de m'accueillir. Merci à votre belle association d'œuvrer pour nous et pour notre meilleur être. Oui, je donne effectivement depuis peu, enfin depuis que la transition écologique et les changements climatiques sont à peu près admis par tout à chacun en Occident, des cours dans les grandes écoles dans la mesure où c'est un acte politique vu que ces cours sont destinés à nos futurs dirigeants. Donc, je pense que c'est très important d'être là et d'inventer un dialogue, enfin, en tout cas une sémantique qu'ils peuvent entendre et qui peuvent intégrer sur leur expérience professionnelle, même les bouleverser, afin que leur gestion en soit autant modifiée. Donc voilà, c'est une ethnologue qui va vous parler aujourd'hui, qui est très inscrite dans la vie sociale et citoyenne de la France. Je suis présidente de plusieurs associations qui œuvrent pour les arts, les imaginaires et les sciences. Donc voilà, c'est pas, je n'ai pas qu'une posture intellectuelle, on va dire. Euh, Effectivement, je co-dirige mon propre laboratoire et euh, bénévolement, j'assure les enseignements, car je pense que c'est très important, ces lieux uniques. Alors, allons de fait à notre questionnement, qui est comment habiter les mondes de demain. Alors, pour ma part, j'ajouterai volontiers un point d'interrogation à, à cette phrase affirmative, car autant je peux vous narrer, décrire d'autres manières d'être au monde, au pluriel. En revanche, il m'est impossible en tant qu'ethnologue, qui philosophe depuis 30 ans avec des tribus semi-nomades et forestières de la Nouvelle-Guinée et d'Ouganda, de vous apporter un discours de type universel au XVIIIe siècle, le siècle de Lumière, qui viendrait rassurer nos sociétés modernes. Habiter le monde, point d'interrogation. Mais de quel monde parlons-nous? Celui tissé par la mondialisation, les capitaux, les industries d'extraction, monde dont la puissance hégémonique se cogne au changement climatique, incapable de renoncer, de lâcher prise, leurs mauvais attachements, leur addiction, pour reprendre Bruno Latour. L'hubris des modernes poursuit son tracé à peine ébranlé par la terre et les êtres vivants qui nous communiquent leur désarroi, leur fin de vie, le point final à notre long compagnonnage. Notre politique humaine n'accueille en son agora, en son sein, que ses disciples, les humains, les seuls reconnus pour avoir une intelligence réflexive, des religions, une organisation sociale, pour être des sujets juridiques et politiques. Mais par-delà, entendez-vous le chant tragique des dauphins ou plus humblement des hirondelles? Autant de signes qui auparavant auraient induit une réaction, un réajustement de nos comportements. Ouvrir la grange, venir sur la plage avec des assiettes céramiques et non des plastiques. Je reconnais, mes exemples sont grossiers, bien sûr, mais de fait, ils expriment l'effroyable homogénéité des comportements qu'observent les humains dans la voie du progrès, qu'ils soient occidentaux, indiens, chinois. Nous atteignons le même point, un point de rupture avec tous ces êtres que nous assimilons trop aisément à des objets, objets naturels, certes, mais pas sujets. Excepté nos amis de compagnie, à qui nous prêtons volontiers la capacité de communiquer, de ressentir de l'empathie, de l'intelligence, de l'amour pour nous. Alors, sommes-nous si sourds à l'autre pour que l'on ait besoin, comme l'exprime Haraway, cette philosophe américaine, un manifeste des espèces compagnes? Il suffit de braquer le zoom au plus près dans les lieux terrestres,
en Océanie, en Amazonie, mais même en Europe, pour contredire cette nécessité philosophique et faire émerger tous ces autres qui sont nos compagnons de vie et des acteurs à part entière de notre vie politique. Le vivant et son enracinement terrestre, écologique, donc, ne s'invite-t-il pas pour autant dans notre vie sociale? Nous évoquons désormais une justice environnementale, une durabilité du développement, une décroissance capitaliste. Nous sommes même capables de mesurer notre impact sur la planète entière grâce au dégagement du CO2. L'humain moderne reste au centre des enjeux de pouvoir sur la planète Terre, convaincu que ce monde géographiquement, astronomiquement identifié unique est le seul monde à son image. Le moderne s'assimile à la force géologique, il invente l'anthropocène. Or, à l'instar de l'astrophysique quantique, l'anthropologie convoque une sémantique plus généreuse, moins uniforme. Elle parle de plurivers, de plurimonde. Et c'est bien cette réalité plurielle que j'ai expérimentée au cours de mes 30 années de carrière. L'anthropologie est une science qui invite l'ethnologue à philosopher avec d'autres autres, qui sont des autres parce que précisément, ils ont d'autres autres. Soit une autre conception du cosmos, une autre cosmopoétique ou géopolitique, pour reprendre le concept de Nathalie Buchot. Bref, une autre manière d'être humain et d'habiter un monde singulier. Et c'est bien cette autre expérience d'être à laquelle je voudrais vous inviter. Alors, il n'est pas question de comparer, de juger entre la manière des modernes et la manière de ces peuplades que l'on qualifierait volontiers de peuples premiers, mais juste de se laisser tenter à vivre une expérience autre. Car effectivement, nous allons dans un monde littéralement, biologiquement, culturellement différent. Il est pourtant contemporain. Il existe, il est là. Mais on ne l'entend pas. Le son est coupé, comme celui avec les innombrables êtres vivants. Mon métier consiste à retransmettre, à réanimer le dialogue sonore. Et là, on peut lancer le PowerPoint. On m'entend? Oui, vous pouvez lancer. Ah, voilà. Oui. Il n'y a pas le son? Il y a du son? Il faut du son. Non, il n'y a pas le son. Moi, j'ai pas le son non plus, mais... Il faut appuyer sur la petite cartouche là. Ça y est. Ouais.
Ah, merci beaucoup. Je suis toujours émue en écoutant ce diaporama. En fait, celui-ci a une volonté très claire, c'est de montrer combien le son est un média extraordinaire pour restituer les dialogues que nous, les espèces, entre elles. Et la place que ces dialogues offrent aux uns et aux autres, donc qu'ils soient humains, oiseaux, mammifères, plantes. Et on voit dans cette présentation que cette société Kassoua, qui est une société semi-nomade, forestière, n'exerce pas de prétention langagière pour manifester une domination de l'humanité sur le reste des existants qui vivent au sein de cette forêt. Comme les oiseaux, les humains chantent leur activité.
que ça soit pour chasser, que ça soit pour faire de l'horticulture, pour exploiter la farine de sagou qui est leur pain quotidien, que ça soit dans leur rituel, vous laisse croire que le chant est pour eux la manière de rester en contact avec tous les dons humains de leur forêt. Et jamais on entend un mot, et même quand on marche en forêt, on ne parle pas. Et je voulais vous dire que cette expérience, je l'ai vécue sur mon propre corps. C'est que je suis issue de l'Europe, hein, née d'une mère allemande, d'un père pied noir. J'ai grandi en Europe, j'ai fait du droit européen avant de devenir ethnologue. Et en fait, quand je me suis rendue en Nouvelle-Guinée, j'ai fait un terrain de 3 années en forêt sans sortir. Et j'ai eu vraiment une expérience que mon corps a aussi expérimenté en tant qu'acteur, c'est-à-dire être interpellé par l'humidité, par le fait que l'horizon n'ait plus d'impact sur ma cognition, alors qu'en Europe, les yeux sont quand même le sens primordial, hein, d'où est née la perspective en Occident. Or, en forêt, ce référent, enfin, ce visuel, n'a aucune portée. On ne voit pas. On est entouré de signes saturés de couleurs, marron, verdâtre, et ce ne sont que les sons qui nous donnent la perspective des êtres qui participent à cette forêt. C'est-à-dire le chant d'un oiseau, l'envol, le crépitement d'un arbre, et tout ça sont des signes qui ont participé à la conversation qu'entretiennent ces humains avec leur forêt, avec les êtres de leur forêt. Et effectivement, avec eux, j'ai dû me métamorphoser. Ça n'a pas été simple. Il m'a fallu plus de 6 mois pour que mon corps réagisse aux mêmes réactions que les leurs. J'ai dû repenser la mort. Parce qu'en forêt tropicale, dans la jungle, la mort est un processus vital aussi vivant que la vie. Donc, la vie et la mort participent d'un même système de reconfiguration du monde, des déchets et de la revitalité, et aussi un partage avec tous les êtres vivants, des insectes aux larves, à l'humus, jusqu'aux animaux, etc. Et c'est vraiment une expérience vécue, expérimentée, qui m'a permis de réaliser combien le monde que vivaient les Kassois n'était pas mon monde. Et en fait, c'est par le danger que j'ai senti cette altérité, vu que j'étais en danger. Je veux dire, je pouvais mourir, je pouvais tomber, je pouvais avoir des infections, et j'en ai eu. Donc c'était une mise en danger de mon corps, et pourtant, au fur et à mesure, eh ben, j'intégrais leur manière d'être, au point que je finissais par réagir comme eux. Alors, comme eux, ça veut dire quoi? Comme eux, ça veut dire que c'est une petite population, hein, qui est donc 600 habitants, qui a un taux d'habitation extraordinairement faible par rapport à nous, donc incomparable avec nos sociétés, c'est même pas la peine d'y songer, mais qui s'est contenu. Et c'est ça qui est très intéressant pour nous. Malgré qu'ils aient rencontré les modernes, les missionnaires, les compagnies forestières, les conservateurs, le WWF, le Greenpeace, le ci, le ça, maintenant c'est Total, maintenant c'est ExxonMobil, enfin, malgré toutes ces interventions des modernes dans leur monde, les Kassois, mais pas que, c'est-à-dire que les existants forestiers ont participé d'une certaine résistance. Et bien sûr que les Kassois étaient à l'écoute de ces manifestations, parce qu'il faut bien comprendre quand il y a de l'exploitation forestière, la coupe blanche, ben les animaux y migrent. Les oiseaux, ben, ils ne se cachent plus, vu qu'il n'y a plus d'arbres.
Donc, il y a toute une métamorphose de l'écosystème qui est en route et les humains doivent s'adapter à chaque transformation. Et en fait, dans cette partie, enfin, qui n'est pas un jeu, mais dans cette reconfiguration, cette population humaine nous apprend qu'on peut reconfigurer le monde, son monde, en écoutant aussi les autres, qui ne sont pas forcément humains. Et c'est ce dont j'ai été témoin les 15 dernières années, où j'ai créé une réserve avec les Cassois pour les préserver de la coupe blanche, etc. Et où on avait des réunions où étaient conviés les animaux, les plantes, etc., mais aussi, bien sûr, la part invisible de leur forêt, et je pense que c'est quand même très, très important, qui est peuplée des esprits de la forêt, donc des humains, mais qui sont invisibles. Voilà. Mais la différence, enfin, pourquoi les Cassois sont si euh, fidèles à cette conception du monde, c'est qu'ils ont une âme, mais leur âme, au cours du rêve, se métamorphose en animal pour vivre dans le monde invisible. Or, dans ce monde invisible, séjournent des humains qui chassent comme les Cassois et qui tuent les gibiers. Donc, en fait, ça fait qu'on est en phase avec deux populations humaines qui ne sont pas qu'humaines, mais aussi animales, et qui, quand elles interviennent dans le monde de l'un ou de l'autre, se métamorphosent en gibier. Ça veut dire que l'enfant cassois grandit en étant une nuit un cochon, en étant une nuit un paradisier, un varan géant, etc. Et qu'au bout du compte, à l'âge de se marier, on va dire, eh ben, il a en lui tous les êtres de la biodiversité, ce qu'on appellerait la biodiversité. Et d'ailleurs, le rituel initiatique qui vient marquer ce passage, c'est-à-dire d'adolescents à devenir des êtres qui vont se marier, donc qui vont régénérer l'espèce humaine, et ben on apprend à ces jeunes qui ne sont pas des prédateurs situés en haut de l'échelle trophique, qui peuvent être aussi des proies et être tués par les esprits. Et ces jeunes découvrent cette fragilité à l'origine de la condition humaine chez eux. Et ça, c'est, bah, pour moi, en tant qu'anthropologue, alors on a des rituels initiatiques similaires en Amazonie, mais en Papouasie, c'est suffisamment rare du fait que ici, chez les Cassois, la régénération de l'espèce humaine, qui est orchestrée par ce rituel initiatique, est interdépendante de la régénération de l'ensemble du cosmos forestier. C'est-à-dire que l'un ne peut pas se dissocier de l'autre, et les connaissances qu'on doit transmettre aux jeunes doivent être à la hauteur de tous les non-humains qui participent de leur monde. Et c'est pour ça que pendant des nuits et des nuits, les Cassois vont nommer tous les végétaux. Donc moi, j'en ai identifié 1500, et c'est rien par rapport à la forêt tropicale, mais enfin bon, pour une personne humaine, c'est pas mal. Surtout quand elle n'a pas des ordinateurs et des moyens de conserver les plantes. Donc il y a plus de 1500 plantes, il y a plus de 600 animaux, et sans compter les insectes. Et ben, en rituel initiatique, tous les jeunes qui accèdent à l'hétérosexualité doivent nommer tous ces êtres pour devenir des êtres susceptibles de régénérer non seulement l'identité humaine, mais le monde dans lequel ils évoluent. Et ça, c'est un point qui provoque bien évidemment mon admiration. Parce que au fait de la modernité, donc ça fait 30 ans que je vis auprès d'eux, il y a eu les missionnaires fondamentalistes, hein, évangélistes, qui ont été mais terribles à organiser des autodafés en 94 pendant ma présence, hein.
pour vous dire, on est vraiment là hier pour anéantir toute leur culture. Mais de fait, cette missionnarisation, cette christianisation fondamentaliste, hein, protestante des Cassois n'a pas abouti, finalement, parce que les missionnaires avaient négligé de christianiser le rêve. Et donc, les Cassois continuent à rêver. Parce que dans le christianisme tel que présenté par les missionnaires, le rêve n'avait aucune signification. Se mettant, enfin, je veux dire, comment on dit, se copiant sur la Bible, on parlait de l'âme, nanana, Jésus, le Dieu et Marie, etc., la Sainte Trinité. Mais le rêve n'avait pas d'incidence. Or, les Cassois continuaient de rêver. Et donc, ça posait problème, parce que tant qu'ils rêvaient, tant les esprits de la forêt existaient. Et que leurs doubles étaient toujours des animaux et pas des humains à l'image de Dieu. Donc, en fait, il y a eu un certain échec. Et après, quand il y a eu l'exploitation forestière, puis les conservationnistes, les ONG de conservation, qui demandaient aux Cassois d'être les maîtres et possesseurs à la Descartes, hein, les maîtres et possesseurs de leur forêt, pour se revendiquer propriétaires, parce qu'on ne peut préserver un patrimoine, même naturel, que si on est propriétaire. Donc on leur a inculqué d'être propriétaires. Or, ils ne sont pas propriétaires vu que les esprits de la forêt sont toujours présents. Donc à quel titre ils vont s'arroger ce pouvoir de régénération? Eux, ils ne peuvent contribuer à faciliter la régénération de leur écosystème absolument fort complexe. Donc, en fait, j'ai vécu pendant 20 ans une forme de résistance, dire que des individus qui avaient pourtant des désirs, hein, je veux dire, quand on leur a amené des groupes électrogènes, des films chinois, parce que la compagnie forestière est chinoise, etc., il y avait des tentations, tatati, même les voitures, alors qu'ils étaient perdus en forêt. La compagnie forestière avait créé des pistes hein, pour aller venir chercher les arbres. Et les premiers sous qu'ont obtenus les Cassois de l'exploitation forestière ont été placés, investis dans des voitures qui aujourd'hui sont complètement cassées. Mais parce que c'était des nouvelles expériences au monde. Et même moi, j'avoue qu'en tant qu'ethnologue, de pouvoir rouler et ne plus marcher dans la jungle avec les sangsues, etc., c'était quand même assez féerique, quoi. Et donc, on est en 2024 et cette population qui a un pied quand même dans la modernité, comment pourrait-elle ne pas l'avoir, vu que la modernité est omniprésente? Ça fait 30 ans que je vois qu'il y a des ouvertures et je me dis quand je quitte le territoire, c'est fini. Je ne le retrouverai plus, enfin, j'en retrouverai d'autres. Et quand je reviens, ah bah si, on continue à faire les rituels, etc. Et cette confiance, cette plasticité que m'a offert à comprendre, à réfléchir cette tribu, m'a permis d'avoir la même flexibilité vis-à-vis de nos tentatives de nous sauver et de voir les nouveaux groupes alternatifs qui essayent de créer des communautés cherchent de nouvelles modalités d'être au monde. Alors bien sûr, qui se revendique de l'animisme serait absolument stupide, parce qu'ils ne sont pas animistes. On ne devient pas animiste parce qu'on fait des bisous à son chien ou à son chat. C'est l'ensemble de l'organisation sociale qui doit être teintée de cet animisme. Mais en revanche, on réalise aujourd'hui dans certains groupes, à partir du moment où ils ont un territoire, parce que je pense que c'est fondamental, c'est comme une tribu, si on n'a pas de territoire, on ne peut pas inventer des possibles, on ne peut pas inventer des mondes. Mais on voit par exemple que ressurgit à l'heure actuelle une nouvelle forme d'être dans le monde,
qui vient de notre monde, c'est-à-dire le naturalisme qui sépare la nature de la culture, les hommes des êtres vivants, du sujet à l'objet, des affects aux non-affects, etc. On voit que les communautés alternatives cherchent à construire un autre monde où on peut, en tant qu'être humain, déployer d'autres rapports au monde, et une autre intelligence, et une autre sensibilité, euh, et un meilleur compagnonnage. Et c'est le cas. Et ils en sont même là à inventer une nouvelle, ce qu'on qualifierait d'ontologie, c'est-à-dire l'essence des choses, une nouvelle manière d'être en étant en relation avec les autres, les existants, les vivants, etc., qui fait un mélange. C'est-à-dire que on voit très bien que dans ces nouvelles communautés, qu'elles soient françaises, allemandes ou grecques ou italiennes, qu'ils mettent les affects. On est dans le care, hein, ce qui va de soi avec les antispécistes, etc., etc. C'est très courant. Mais en fait, voilà, ils pensent qu'en étant dans le care, en étant affectueux, en donnant, enfin, en utilisant la relation qu'on a avec nos animaux de compagnie, qu'on va être au plus proche de la préservation d'un monde. Et ils pensent que ça, c'est issu du monde animiste. Mais non, c'est absolument une création. Ces affects, ces caresses n'existent pas dans le monde animiste. L'autre est un autre qui peut être prédateur. Parce que si on se trompe sur l'animal qu'on tue, l'animal, quand il va réintégrer la personne de l'esprit, il va vous tuer et vous menacer ou tuer votre enfant, etc. Donc, il y a toujours ce rapport prédateur-proie qui existe et qui coévolue dans les relations avec les autres. Alors que là, ce qui se fait voir dans les nouvelles manières d'être, on va dire, expérimentales, c'est qu'on est dans le care, on va parler à un arbre comme si c'était un ami, on va l'enserrer dans ses bras, oui, oui, l'énergie va être partagée, toutes les brebis vont être nommées, ce que font de toute manière les paysans, on n'a rien inventé là-dessus. Mais voilà, il y a comme si la douceur des mots venait adoucir notre relation au monde. Comme si ce câlin maternel ou paternel, enfin, voilà, qu'on avait besoin pour se sentir mieux dans le monde. Pour conclure, je veux juste dire que habiter le monde, non, habiter les mondes, et nous offrir la possibilité de créer ces mondes et d'inventer et d'innover dans nos relations aux autres que sont les êtres vivants. Par exemple, le lion, le loup, le lynx. Osons créer une nouvelle relation. Euh, ne répétons pas les mêmes erreurs à nous doter juste de la casquette de prédateur qui veut pas avoir d'ennui avec un autre prédateur concurrent. Offrons-nous, grandissons-nous vraiment de cette biodiversité, de ces êtres vivants et invisibles, que ce soit les ancêtres ou enfin, dans tout territoire, il y a quand même des entités invisibles qui sont présentes. Nourrissons-nous de tous ces êtres vivants et invisibles pour nous permettre d'inventer de nouveaux rapports au monde et d'habiter le monde. Merci. Merci.